Donc, je souhaite d'abord vous dire la bienvenue à Toulouse pour ce colloque national des espaces de réflexion éthique régionaux. Je pense qu'il est tout à fait important que vous soyez bien arrivés tous là dans des conditions que nous souhaitons les plus favorables possibles pour nous aider à la réflexion et à la réflexion éthique en particulier. Alors, nous avons fait un choix avec le comité de pilotage et je voudrais, dans cette introduction, vous dire pourquoi nous avons choisi ce titre, Soi-même avec les autres, soif d'éthique dans l'action collective en santé. Alors d'abord, je dois vous dire que nos activités, depuis quelque temps, s'inscrivent dans le cadre de l'avis 140 du Comité consultatif national d'éthique. Et je voudrais rappeler que le titre de cet article, de cet avis, c'est « Repenser le système de soins sur un fondement éthique ». Et dans cet avis, il y a 3 propositions. La première, c'est de défendre les conditions d'une vie en bonne santé et des soins de qualité partout et pour tous, les inégalités de santé et l'accès aux soins. Et nous avons participé avec un groupe de la CNERER, certains d'entre nous, qui travaillent près de l'espace de réflexion éthique aux inégalités en santé. Et il y a d'ailleurs un document que vous pourrez trouver sur le site de la CNERER concernant ce sujet, l'inégalité et l'accès aux soins. Ensuite, le deuxième titre, la deuxième proposition de l'avis 140, c'est de redonner du sens et de la valeur au métier. Et pour cela, nous avions organisé une réunion au mois de janvier autour de la valeur du soin. Nous avions eu d'ailleurs une remarquable conférence d'un philosophe, un autre, Jean-Philippe Pierron, sur la valeur du soin. Et il avait en particulier, et dans son bouquin également, que je vous recommande, il avait en particulier décliné le terme de l'attention selon 3 rubriques qui me semblent être celles de la relation de soins. La première, c'est faire attention, c'est-à-dire cette espèce d'inclination, une sorte de conatus du soignant. Ensuite, c'est être attentif, c'est-à-dire ce que doit être le bon professionnel dans la réalisation de ces actes de soins et d'accompagnement. Et puis, et c'est peut-être un des points qui est le plus important dans le contexte des valeurs du soin également, c'est être attentionné. C'est-à-dire ce qu'on sent aujourd'hui, qui est beaucoup demandé par l'ensemble des soignants, de retour de l'humanisme dans le soin, l'écoute, l'empathie, et donc prendre le temps, avoir le temps de la relation. Le troisième sujet, la troisième proposition de l'article 140, c'est une création d'une dynamique plus forte dans la démocratie en santé. Et donc ça, nous allons en reparler, nous en parlerons longuement. La relation de soins, c'est une relation singulière, bien évidemment, mais elle implique aujourd'hui de plus en plus l'intervention de multiples acteurs, et en particulier l'importance de la mise en avant du dialogue, de la délibération collective dans le soin et l'accompagnement est un élément essentiel et l'une des approches de la réflexion, de l'éthique dans la relation de soins. La recherche de sens dans l'activité professionnelle, ce que nous avons appelé la soif d'éthique, pour illustrer la demande auquel nous sommes de plus en plus soumis dans les espaces de réflexion éthique, puisque de plus en plus d'établissements nous demandent des formations pour la structuration d'espaces ou de structures éthiques dans leurs établissements de soins médico-sociaux, dans le libéral également. Alors bien sûr, est-ce une réalité, finalement une inspiration à l'éthique, une aspiration à l'éthique, ou bien est-ce qu'aussi c'est une réponse peut-être à une politique de qualité dont on sait aujourd'hui qu'avec les nouveaux référentiels, tous les établissements doivent avoir maintenant une structuration à la réflexion éthique, et donc que ce soit l'un ou l'autre d'ailleurs, je pense que c'est tout à fait
important que l'on puisse, en tant qu'espace de réflexion éthique, répondre à cela. Au décours de la période Covid, l'espace éthique de l'Île-de-France, sous l'impulsion d'Emmanuel Hirsch, a entrepris une démarche de concertation publique qui aboutit à un document intitulé « Concertation et propositions en faveur d'une loi en démocratie en santé ». Alors, l'objectif de la réunion aujourd'hui n'est pas de juger du bien fondé et du contenu de ce document, mais l'objectif, c'est de nous questionner collectivement sur la démocratie en santé. C'est un terme polysémique, comme l'attestent d'ailleurs les multiples définitions que l'on peut trouver dans les documents que l'on lit sur la démocratie en santé. Et donc, je pense que nous allons nous poser deux questions. La première question, c'est du lieu d'où chacun d'entre nous parle. Est-ce que nous parlons tous de la même chose quand nous parlons de démocratie en santé? Et la deuxième question sera, mais finalement, aujourd'hui, quelle est la réalité de sa mise en œuvre? Alors, nous avons entrepris donc de proposer au cours de cet après-midi la déclinaison en 3 temps. D'abord, un premier temps qui est celui du philosophe, de la philosophe, que je remercie ici, Madame Hélène Leuillet, qui est professeure de philosophie à Sorbonne Université, et qui va nous faire une conférence sur le temps de la parole, fondement de la démocratie. Puis ensuite, il y aura 2 tables rondes, et je tiens tout particulièrement ici à remercier l'ensemble des participants aux 2 tables rondes qui ont non seulement accepté d'être ici aujourd'hui et de participer à ces tables rondes et à cette réunion, mais également de préparer ces tables rondes en amont, et donc une double disponibilité auquel nous sommes tout particulièrement sensibles. Alors la première table ronde sera essentiellement centrée sur les problèmes de stratégie de démocratie en santé, et puis la deuxième table ronde sera plus particulièrement dédiée à la mise en place et la façon dont les acteurs dans les régions, dans nos territoires, dans notre territoire d'abord, et puis dans 2 territoires voisins, pas tout, en France, de nous dire comment ils pensent que se met en place cette démocratie en santé. Alors, au terme de cette réunion, nous remettrons également avec Jacques Bringer, que je remercie ici, qui est le président du Conseil d'orientation de l'espace de réflexion éthique Occitanie, nous remettrons les 2 prix pour les lauréats du prix Air Occitanie 2022. Donc, je vais dès maintenant. Jacques, est-ce que tu veux dire quelques mots? Alors, pour ne pas perdre plus de temps, nous allons commencer. Je précise qu'il y a un enregistrement, comme vous avez pu le voir vidéo. Je demande une autorisation à l'image pour l'ensemble des personnes qui vont participer aux tables rondes et pour la conférencière. Si après il y a des questions, bien entendu, ça sera anonymisé. Voilà. Donc, Madame Leuillet, nous vous écoutons. Merci. Je vous remercie, je remercie Michel Clanet et le comité organisateur de ces réunions de m'avoir invité à ouvrir ces réflexions sur la soif d'éthique et la démocratie dans le secteur particulier qui est le vôtre, la santé. Et je me réjouis de l'occasion qui m'est ainsi donnée d'échanger avec vous sur ce phénomène original et remarquable de la pensée politique, à savoir que l'exigence éthique rencontre aujourd'hui une notion originellement seulement politique, la démocratie. On peut commencer par s'en étonner. L'éthique désigne en effet d'abord une dimension infrapolitique du vivre ensemble. Avec la morale, l'éthique a pour racine commune le champ sémantique de la coutume, de l'usage, des mœurs, respectivement en latin mores pour la morale
et en grec ethos pour l'éthique. Le mot éthique est déjà un peu plus complexe que le mot latin, car il provient de deux mots différents en grec. Ethos avec un « et » court, ethos avec un « état », qu'on dit surtout au pluriel, les mœurs. Si bien qu'on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de différence entre la morale et l'éthique. Mais pourtant, cette complexité du mot explique peut-être qu'aujourd'hui, les deux termes se sont distingués, sans qu'on sache trop pourquoi. Mais Paul Ricoeur, le philosophe Paul Ricoeur, nous donne une indication. Il nous dit, selon qu'on met l'accent sur ce qui est estimé bon ou sur ce qui s'impose comme obligatoire, alors on parlera d'éthique, dans le premier cas, ce qui est estimé bon, ou de morale, quand on a affaire à des commandements. On ne parle pas de morale de la santé, ou alors c'est grave. Et ça conduit en général plutôt devant des tribunaux. L'éthique ne se décline pas en sentence, comme la morale, sur un mode impératif, mais davantage sur un mode optatif, comme définissant ce qu'il est souhaitable d'atteindre à l'intérieur de ce qu'on ne nomme plus exactement aujourd'hui les mœurs, mais plutôt les modes de vie. C'est la même chose, en réalité c'est synonyme, mais aujourd'hui on parle plutôt de mode de vie, et c'est une traduction tout à fait du grec « était », de ce qui a donné l'éthique. Donc la morale est plutôt du côté de l'évaluation des actes, tandis que l'éthique, elle, est plutôt du côté du sens. Le terme vient d'ailleurs d'être employé dans l'introduction. Si bien que l'éthique est ambitieuse, mais évidemment, elle court aussi le risque d'être floue. Ce flou, c'est ce qui explique que très souvent, à côté de l'éthique, on est tenté d'ajouter une déontologie. La déontologie, c'est l'éthique mise en code. Mais on remarque aussi que la réflexion sur la déontologie aboutit généralement à une demande de réflexion éthique, en tournant rond. Donc on ne peut pas se dérober devant la réflexion éthique. Et ce qui n'est pas flou dans l'éthique, c'est au moins quelque chose aujourd'hui qui est que ce qui est devenu pour nous collectivement souhaitable, c'est dans les modes de vie, et pas seulement dans les institutions, dans nos manières d'être, un ethos démocratique. Si la démocratie est devenue une exigence éthique, c'est aussi, inversement, que le politique ne nous semble pas devoir être seulement technique, mais aussi éthique. Et c'est pour cette raison que le terme d'éthique s'est adjoint à la démocratie et que la démocratie s'est ainsi éclatée en une pluralité de domaines, non seulement la démocratie en santé qui nous occupe aujourd'hui, mais la démocratie à l'école, la démocratie au travail, la démocratie de voisinage. La démocratie en santé, il me semble qu'on peut commencer par là, appartient donc à un mouvement plus large de redéfinition de l'amplitude démocratique et du rapport de l'éthique à la politique qui en découle. Pour comprendre comment la soif d'éthique peut donner lieu à des pratiques démocratiques, particulièrement dans le champ de la santé, il me semble nécessaire peut-être d'essayer d'abord de comprendre où nous en sommes avec la démocratie. Donc, dans un premier temps, je voudrais tenter d'élucider ce que nous appelons démocratie aujourd'hui, afin de voir en quoi nous nous éloignons de ce que la démocratie fut par le passé, mais aussi ce que nous devons à ce passé, ce que nous devons aux Grecs anciens, qui l'ont défini comme un régime politique, et ce que nous devons à Alexis de Tocqueville, qui l'a redéfini comme un mouvement de l'histoire. Il me semble que ce premier temps est nécessaire pour cerner l'originalité de la démocratie comme une exigence éthique contemporaine. Dans un deuxième moment, je voudrais montrer
comment on peut donner forme à cette démocratie éthique, si je puis dire, en prenant appui sur la démocratie de voisinage. J'en viendrai enfin à ce qui a dicté mon titre, à savoir que le temps de la parole est le fondement de la démocratie, entendu en ce sens, et que cela me paraît particulièrement illustré dans le champ de la santé. Mais tout d'abord, donc, qu'entendons-nous aujourd'hui par démocratie ? Il me semble que ça tient en 3 points. La démocratie, c'est le droit de s'exprimer. Deuxièmement, la démocratie, c'est l'égalité. Et enfin, la démocratie, c'est l'horizontalité des relations. Les 2 premiers sont des héritages, et il me semble que le dernier est plus propre à notre époque. Le premier point, donc la démocratie et le droit de s'exprimer, c'est ce que nous avons emprunté aux Grecs. Même si, bien entendu, ce que nous appelons démocratie sur le plan institutionnel n'a plus que de très lointaines ressemblances avec les institutions du siècle de Périclès, notamment en raison d'une conception tout à fait inégalitaire de l'égalité, cette définition de la démocratie comme régime nous a néanmoins laissé quelques normes. Et celle-ci se situe à 2 niveaux, qui a été bien dégagé par le philosophe Aristote dans ses écrits politiques. Au premier niveau, la démocratie stipule que le plus grand nombre, le peuple au sens politique du terme, ce plus grand nombre gouverne ou peut gouverner. C'est-à-dire qu'existe une alternance entre gouvernants et gouvernés. Et ceci a des implications toujours actuelles, bien sûr. Comme le dit le philosophe Claude Lefort, c'est que le pouvoir n'appartient à personne, c'est qu'il est un lieu vide. On peut dire que cette conception de la démocratie, c'est une conception républicaine de la démocratie. Et d'ailleurs, en grec, on disait politeia, qui désigne la constitution de la cité et qu'on traduit en général par république. Et puis, on appelait aussi la démocratie isonomia, c'est-à-dire le régime de l'égalité, mais de l'égalité devant la loi. C'est-à-dire qu'on peut être alternativement gouvernant et gouverné. Il n'y a pas des gouvernants en soi. Mais au second niveau, les Grecs nous ont laissé aussi un esprit de la démocratie. Philosophiquement, la démocratie revient à créditer le plus grand nombre, donc le peuple, d'un savoir. Certes, ce savoir n'est pas le savoir technique exigé par certaines tâches. Et bien sûr, précise Aristote, il n'est pas question d'étendre le tirage au sort très étendu dans la démocratie grecque à des tâches exigeantes une compétence précise. On ne tire pas un médecin au sort. Et les patients ne sont qu'accidentellement des médecins. Donc, il y a un savoir technique, mais il y a aussi un savoir des gouvernés, un savoir des patients pour la démocratie en santé, et ce savoir, pour être différent du savoir technique, est un savoir néanmoins à part entière, qui n'entre pas en concurrence avec le savoir technique, mais qui témoigne de la vérité des effets de celui-ci. Aristote prend l'exemple du repas. Le jugement proprement démocratique ne postule pas que chacun s'autoriserait d'une compétence de cuisinier. Ce n'est pas un jugement sur le savoir du gouvernant, mais sur l'usage qui en est fait. Personne d'autre que les convives ne peuvent dire si le repas est bon. Même pas, à dire vrai, le cuisinier. Le cuisinier n'est pas le mieux placé. Et c'est un vrai savoir. Il me semble que le terme d'usager qui est employé dans la littérature sur la démocratie en santé, ce que j'ai pu en consulter, n'est pas nécessairement pris dans un sens clientéliste, comme on le dit souvent aujourd'hui, mais c'est un sens démocratique, dans l'acception aristotélicienne que je dégage ici. Je dirais qu'Aristote est peut-être le premier à donner place au droit et au savoir de l'usager, en montrant que la démocratie
crédite les gouvernés, enfin tous ceux qui donc ont à éprouver les effets d'un savoir, eh bien ceux-ci sont crédités d'un savoir sur l'usage. La démocratie, donc, comme régime, est ce régime où ceux qui obéissent, qui éprouvent l'acte de gouverner, ont, dans le temps où ils obéissent, où ils éprouvent, le pouvoir de faire admettre la légitimité de leur point de vue. Le droit d'expression trouve ici sa définition rigoureuse, c'est-à-dire que ce n'est pas une simple catharsis destinée à libérer un peuple de son agitation, ce n'est pas non plus une mesure cosmétique permettant aux gouvernants de faire à peu près ce qu'ils veulent en ayant consulté le peuple pour la forme, mais c'est un crédit apporté à ceux qui sont gouvernés de pouvoir juger de ce qui est bon pour la collectivité. Nous avons hérité de cette conception, mais ce sens premier de la démocratie ne suffit pas à cerner notre sens contemporain et où nous en sommes avec la démocratie. Le deuxième point, c'est que ce que nous exigeons de la démocratie, ne pouvant pas se limiter à cette condition nécessaire mais pas suffisante, ce deuxième point, c'est l'égalité. Car la démocratie ne peut pas risquer d'être limitée à quelques clauses formelles, mais elle doit pouvoir s'adosser à un idéal substantiel. Tocqueville a montré que cet idéal, c'est celui de l'égalité et de la passion que nous nourrissons pour elle. Passion d'autant moins tarissable que l'idéal s'éloigne à mesure que notre regard se porte vers de nouvelles discriminations. Et ceci, donc, est indéfini et donne un formidable moteur à l'histoire. Car cet idéal tocquevillien, c'est un fait, et c'est un élan historique qui emporte toutes les sociétés. La démocratie, c'est un moment de l'histoire, une ère, une époque qui ne tolère plus les diverses formes d'aristocratie. Cet idéal ne peut pas ne pas nous animer. Il signe en effet notre appartenance à la modernité. Il est très présent dans la philosophie de la santé, je viens de l'entendre dans l'introduction. D'ailleurs, j'en veux aussi pour preuve, c'était dans la presse d'hier, que la restriction de l'aide médicale d'État aux étrangers en situation irrégulière, adoptée par le Sénat la semaine dernière, suscite un grand mouvement de protestation dans le champ de la santé. En effet, peut-on parler de démocratie en santé sans égalité aux soins? Je reprends ce que Michel Clanet vient de dire. Aux soins, aux médicaments, à des suivis réguliers, comme aux actes les plus coûteux. Concernant la santé, on est en effet dans un des domaines où l'inégalité choque le plus, car la santé est une dimension particulière de la rationalité moderne. Pour le philosophe canadien Charles Taylor, le progrès de la médecine constitue la source morale de la rationalité instrumentale, ce qu'il appelle la rationalité instrumentale, la rationalité technologique. En effet, travailler à la santé publique, faire reculer les maladies, la mortalité, donner à l'humain un peu de liberté par rapport aux diverses entraves à la vie, c'est une des dimensions de la modernité les moins remises en question. Mais bien entendu, ce rappel, chez Taylor, vaut aussi comme critique, car la rationalité économique est aussi une des dimensions de la rationalité instrumentale, et souligne Taylor, celle-là, la rationalité économique, eh bien souvent nous éloigne de la source morale qui est la rationalité instrumentale appliquée à la santé. Le fonctionnement du marché à l'intérieur des États, comme au niveau mondial, a des incidences
qui peuvent mettre en difficulté l'idéal démocratique en tant qu'égalitaire que nécessairement nous avons pour la santé. Néanmoins, même si donc ce sens est encore très vibrant, si je puis dire, il ne suffit pas encore à décrire où nous en sommes aujourd'hui avec la démocratie. Car il me semble que ce que nous entendons aujourd'hui par démocratie désigne un certain type de relation à l'autre, une modalité du lien social, une façon de concevoir le vivre ensemble. Bref, un mode de vie collectif que je décrirais donc, comme une forme d'horizontalité dans les relations. Donc, si le premier sens grec de la démocratie concerne les institutions, le pouvoir et le droit, si le second sens tocquevillien concerne l'histoire et l'abolition de tous les privilèges, le dernier sens est plus particulièrement éthique. Notre manière d'être avec les autres doit, aujourd'hui, de manière relativement évidente pour chacun d'entre nous, se développer dans une sorte d'horizontalité. Et cela comporte deux conséquences, une sur l'autorité et l'autre sur la conception du lien social, de la société. L'autorité, tout d'abord, l'autorité est facile à établir quand les relations sont considérées comme devant être verticales ou du moins comportant dans certains domaines une forme de verticalité, de hiérarchie. L'autorité alors se reconnaît à quelques apparats, à un ton, à une forme de hauteur réservée aux places d'exception. Mais aujourd'hui, l'autorité ne fait plus peur. L'autorité du médecin, je crois, est beaucoup moins considérée avec la déférence de naguère. Je ne parle pas de l'autorité de l'enseignant, ni même de l'enseignant universitaire, je peux vous le dire. On ne la traite plus avec déférence. D'autre part, donc, c'est la question de la société qui se pose dans l'horizontalité du lien. La démocratie horizontale se présente comme un renouveau de la démocratie capable d'accomplir ce qui reste à l'état d'ébauche quand elle est seulement institutionnelle ou historique. Pour exister valablement, elle doit poser la société comme acteur effectif et non pas se décliner seulement en enquête de satisfaction dans laquelle la relation d'usage se transforme en relation de simple service. La relation de service est un dévoiement de la relation d'usage, puisque rapportée en fait à une perception immédiate du soi qui aboutit encore à une fragmentation du monde commun qui apparaît dans toutes sortes d'autres domaines de notre société. La démocratie horizontale ne nous conduit pas nécessairement à cela, mais elle postule que le lien démocratique repose sur la participation du plus grand nombre. Et cet horizon me semble être celui de la démocratie en santé pour ce que j'ai lu. Et cela s'inscrit dans un mouvement plus large, dans une revendication qu'on trouve à toutes les échelles de la société. Par exemple, le mois dernier, le constitutionnaliste Dominique Rousseau a fait paraître une tribune dans Le Monde prônant une révision constitutionnelle pour associer les citoyens à la fabrication des lois, c'est-à-dire pour qu'existe un droit d'initiative législative populaire. Comment faire exister cela ? Il faut passer par le droit, bien sûr, mais le droit ne peut pas suffire, il peut toujours se transformer en simples règles formelles. Et ces règles formelles peuvent toujours elles-mêmes se transformer en coquilles vides. Pour que la démocratie horizontale ne soit pas seulement procédurale, il faut tenter de savoir comment s'y noue le rapport à l'autre. Et pour cela, on peut prendre appui sur la démocratie de voisinage.
l'horizontalité se développant dans la proximité, il me semble que le voisinage peut servir de paradigme pour donner quelques indications. En effet, dans le voisinage, le lien politique n'est pas abstrait. Le conflit, comme l'entente, il porte sur quelque chose de très concret. L'espace commun qui nous sépare de nos voisins mais nous relie à eux et dont nous avons ensemble à nous occuper. Donc, si par démocratie, on entend un espace commun de conflictualité, capable de faire émerger une règle commune à partir d'une confrontation d'intérêts divergents, le voisinage semble particulièrement apte à servir de terrain favorable à comprendre ce que peut être un exercice démocratique dans la proximité sans rapport hiérarchique. Dans le voisinage, l'objet commun est le lieu, c'est un lien par le lieu que le voisinage. Dans la démocratie en santé, l'objet commun, c'est le soin. Dans ces deux cas, les places des différents sujets ne peuvent pas être exactement identiques. Et pas seulement parce que certains pratiquent le soin et d'autres le vivent, mais parce que, selon le type de lien que nous nouons aux autres, eh bien, nous ne nous situons pas exactement de la même manière les uns par rapport aux autres. Je vais m'expliquer. L'horizontalité relationnelle n'implique pas une indifférenciation des places, sinon la démocratie voit l'échec. Nous partageons les mêmes conditions d'habitation, de santé, mais chaque place est différente, chaque cas est distinct. Même semblables, nous sommes autres les uns pour les autres. Si le voisinage est utile pour penser, c'est qu'étant spatial, il permet d'orienter la pensée vers des sortes de points cardinaux que on peut, dans un second temps, penser plus abstraitement. Nous n'avons pas la même relation, réelle ou fantasmatique, aux voisins d'en face, aux voisins d'à côté, aux voisins d'en dessous, aux voisins du dessus. Le face-à-face. Le face-à-face est toujours un problème pour la démocratie, dans quelques domaines qu'on la situe. C'est une relation qui passe par le regard. Et on sait de quel pouvoir l'œil est doté. Celui de nos sens qui porte le plus loin se met au service d'une insatiable curiosité assortie d'une passion de la comparaison, du jugement et de l'évaluation. Propre aux relations horizontales, il est à l'origine de la dimension meurtrière de la conflictualité, de jalousie dévastatrice, qui, pour se développer, bien sûr, dans le champ de la démocratie, ne la torpille pas moins de l'intérieur. C'est bien souvent entre pairs, PAIRS, que le face-à-face est le plus haineux. Je pense que je n'ai pas besoin d'illustrer ça, chacun peut se servir de son expérience personnelle. Et l'esprit de concurrence propre au libéralisme, qui a gagné les différentes sphères de la société, ce qu'on peut appeler couramment le néolibéralisme, eh bien, encourage ce face-à-face qui entre en tension avec la démocratie. Une horizontalité conçue comme simple face-à-face dévalue inévitablement l'éthique à ce que le philosophe Marc Hunyadi qualifie de petite éthique, seulement cramponnée au respect des droits individuels en concurrence avec ceux d'autrui et à une éthique qui est limitée à la diminution des risques pour soi-même. Si la démocratie doit entrer dans les mœurs, devenir éthique, c'est alors qu'elle ne peut pas se contenter d'être un simple face-à-face. Alors, qu'en est-il maintenant de la différence entre les étages, c'est-à-dire de ce qui reste de hiérarchie, bien sûr? Une démocratie éthique, horizontale, doit affronter la question de l'autorité.
Il y a des voisins au-dessus, il y a des voisins au-dessous, et si l'on transpose à notre problème, cela signifie que dans tout domaine qui engage du savoir, la compétence met légitimement en place une autorité. Même si on tutoie son patron, il existe une dimension fonctionnelle de l'autorité que l'horizontalité ne peut pas supprimer, même quand elle se doit aujourd'hui d'être moins arrogante et moins condescendante. Quand cette place n'est pas reconnue, il en résulte un excès de responsabilité pour qui n'exerce pas l'autorité. On le voit dans l'éducation. Quand on n'assume pas d'autorité éducative, on demande aux enfants trop d'autodiscipline et cela engendre chez eux trop de culpabilité. Dans le soin aussi, l'autorité délivre de la culpabilité. Le journal Le Monde titrait hier soir « Fin de vie, les médecins face au geste létal ». Or, les nouvelles situations engendrées par la prolongation possible de la vie biologique sans possibilité réelle d'existence autre que souffrante ne mettent pas seulement les médecins devant les dilemmes et les difficultés par rapport au serment prêté. Les témoignages étaient nombreux dans cet article d'hier. Mais du point de vue des usagers aussi, les sujets humains sont plongés parfois dans la nécessité d'avoir à décider de la mort de ceux qui leur ont donné la vie. Et ce sont des questions dans lesquelles il est très difficile de trancher du point de vue de l'usager, car on sait bien que nul n'accepte qu'on lui imposerait d'autorité un arrêt de soins. Mais quand de la place d'autorité vient quelque chose comme plus rien n'est possible, il est possible que le lien de confiance, le lien que les psychanalystes appellent un lien transférentiel, permette que quelqu'un se sente un peu moins délesté, un peu délesté, quelque peu délesté, d'une décision impossible, telle que débrancher papa, débrancher maman, puisque c'est ainsi que parlent les gens qui ont à prendre cette décision. Ce que nous apprend la démocratie de voisinage, c'est que donc, bien sûr, il y a de l'autorité fonctionnelle, mais que surtout, l'horizontalité favorise la conscience de vivre les uns à côté des autres. C'est le lien de contiguïté. C'est à l'intérieur de ce lien de contiguïté que réside une possible acceptation de l'hétérogénéité des places. Dans le face-à-face, nous nous confondons tellement les uns avec les autres que chacun, chacune imagine sa place menacée. Quand les rapports hiérarchiques sont trop marqués, nous perdons le contact mutuel. Et quand ils ne sont pas assez, nous le perdons aussi. C'est donc dans la juxtaposition qu'avant même l'association s'inventent de nouveaux laboratoires de la démocratie. Comités de citoyens, cercles de quartier, associations de voisinage, associations de patients, fabriquent du politique, fabriquent la démocratie éthique. Alors ceci, bien sûr, implique de parler. Et si c'est vers ce point que je souhaite mener mon propos, c'est que nous ne pouvons souhaiter des mœurs démocratiques sans chérir le langage. Un pacte politique est forcément fondé sur une parole qui circule. La haine du langage, en contrepartie, conduit nécessairement à la haine de la démocratie. Or, que le lien démocratique repose sur l'échange de paroles implique déjà deux choses que la contiguïté de voisinage rend possible. La première est qu'il faut parler et non seulement écrire. L'échange de paroles ne se réduit pas à l'écriture de contrats ou de projets. C'est même parfois le contraire. Écrire peut parfois surcharger et exclure. En tout cas, s'il y a une place pour l'écrit, bien sûr, elle ne peut venir qu'en second,
après le partage conversationnel. Deuxièmement, il faut pouvoir prendre un peu de liberté par rapport aux normes de la délibération argumentée, se montrer tolérant à l'égard des difficultés d'élocution ou de l'aptitude à construire un raisonnement, voire laisser s'exprimer la diversité des langues. Pour le voisinage, l'exercice de la traduction est emblématique du lien démocratique de voisinage. Il y a des assemblées de copropriété où on est avec Google Traduction, parce que personne ne parle la même langue. Enfin, personne. Tout le monde ne parle pas la même langue, plus exactement. Ceci donc nous enseigne que la parole, dans ces nouveaux lieux qui sont ceux qui se constituent en dehors de la représentation parlementaire, eh bien, que la parole, là, doit se dispenser des critères de la démocratie délibérative. Bien sûr, pas à l'Assemblée parlementaire, mais ailleurs, oui. La philosophe américaine Iris Marion Young a montré que le modèle de la démocratie délibérative requiert une culture oratoire qui convient parfaitement bien à la sphère publique, mais que l'espace qu'est le voisinage ou tout autre domaine local de la démocratie, comme la démocratie en santé, eh bien que cette culture oratoire fait nécessairement défaut. Elle ne peut pas être partagée. Il faut donc, si on doit pouvoir promouvoir une démocratie éthique, permettre une plus grande diversité des prises de parole. Une véritable démocratie éthique doit permettre la parole sur l'infime, la prise de parole de ceux qui, n'étant pas habitués à parler en public, interviennent sur un mode intempestif, ou en se mettant en colère, ou en étant saisis d'une émotion irrépressible. La discursivité qui est à l'œuvre alors est une discursivité. Il y a en fait une argumentation qui se développe, mais évidemment, ça passe aussi par l'expression des émotions ou par des récits. Le récit, il est vrai, peut inspirer une empathie qui respecte la différence des places. Je crois que c'est ça qui inspire le mouvement de la démocratie narrative, de la médecine narrative, voulais-je dire, et aussi de la démocratie narrative. Alors, bien sûr, si on dit cela, eh bien, on en vient à mon dernier point, au point qui a dicté mon titre, qui est peut-être le plus difficile, peut-être le plus aporétique pour nous aujourd'hui, c'est que parler prend du temps. Et du temps, je dirais, nous n'en avons pas, ou nous n'en avons plus. La temporalité propre à l'échange langagier est essentielle pour ne pas dévaluer la parole démocratique à un gadget communicationnel qui pourrait emporter non seulement toutes les procédures, mais aussi toutes les formes de démocratie éthique et locale. Qu'il n'existe pas de démocratie sans parole partagée implique donc qu'on mette au jour la dimension temporelle de cette forme de démocratie. La démocratie, de toute façon, toujours, même sur le plan strictement institutionnel, se déploie dans le temps. Elle demande du temps, comme la justice. C'est la raison pour laquelle on craint qu'elle ne soit menacée dans les états d'urgence. La question de la temporalité est aujourd'hui une question éthique qui se trouve au fondement de la soif de démocratie. La question du temps de la parole concerne déjà l'égalité. Les Grecs de l'Antiquité, pour revenir à eux, avaient déjà codifié les deux grands droits des citoyens en démocratie quant à la parole. L'iségoria, qu'ils appelaient iségoria, qui est l'égalité devant le droit de prendre la parole, c'est-à-dire que tout un chacun peut, à l'Assemblée, prendre la parole. Et la parésia, c'est-à-dire la liberté de dire sans crainte ce qu'on a à dire, en sachant bien sûr à quoi on s'expose. Ça demande un certain courage, on sait qu'on peut être sanctionné, mais ce droit existe. Et si j'ai bien précisé que la démocratie ne pouvait pas se réduire à des procédures,
peut pas mépriser néanmoins les procédures. Il faut les respecter, elles ont un sens, et ces deux procédures particulièrement en ont un. En l'occurrence, le sens ici est ce qui définit juridiquement un peuple, à savoir une parole qui peut se découvrir une dimension commune. Car l'élément commun qui rend possible une politique requiert la circulation de la parole, chacun ne pouvant apporter seul les éléments nécessaires à un jugement politique qui requiert une variété de points de vue. Voilà pourquoi cela ne peut pas se limiter à l'expression de son propre sentiment, parce que de là n'émerge pas cette dimension commune qui émerge si on prend le temps de l'expression partagée. Aujourd'hui donc, au temps de l'accélération, cette question du temps de la parole résonne autrement. Si la démocratie est ce qui fait exister la dimension de l'autre dans l'horizontalité, comme je viens d'essayer de le dire, le temps de parole signifie prendre le temps de parler dans l'hétérogénéité des places. Et on voit bien que la réticence à prendre le temps de parler, et surtout de parler avec ceux qui ne partagent pas la même place, eh bien cette réticence à prendre le temps de parler est une cause majeure de la détérioration des conditions de l'accueil d'un autre, de l'autre. C'est toujours dans l'écoute de la parole d'un autre que l'accueil peut exister. C'est toujours dans l'écoute et la parole qu'un sujet humain peut trouver sa place. Que peut devenir la coexistence humaine si nous ne pouvons plus être accueillis dans l'univers de la parole ? Le domaine de la santé, me semble-t-il, illustre parfaitement que sans ce temps de la parole, l'efficacité même du soin peut disparaître. Pas de soin sans une temporalité attentive, je retrouve ce terme qui a été prononcé en introduction, sans une temporalité attentive aux modalités de l'échange de parole. Sans le temps pour la parole, nous sommes tous en quelque sorte, je dirais, des sans-abri. C'est une spécificité de notre condition d'être parlant que le toi, TOI, à qui on s'adresse, puisse en même temps être un toi, TOIT. Le logis, c'est toujours une place dans l'autre, et ceci dans la vie personnelle comme dans la vie collective. On n'habite nulle part en faisant l'économie de la parole, et les métiers du soin donnent particulièrement l'occasion de l'illustrer et de s'interroger sur cette singulière condition de l'être parlant qui fait que, sans quelqu'un à qui parler, l'existence peut vaciller. Et il est bien difficile aujourd'hui de faire entendre que notre place quelque part, ce qui fait que nous ne nous sentons pas sans abri, dépend justement de ceci, de cet échange de paroles qui est une nécessité vitale. L'angoisse surgit quand on se sent livré à l'autre sans toi, TOIT, au-dessus de nos têtes. Or, on peut se demander quelle place pour la parole aujourd'hui quand les questions du lien social ne sont posées qu'en termes de politique publique, de besoins satisfaits ou non, de sécurité matérielle, éventuellement de confort. Ce n'est pas que cela soit contingent, bien entendu, c'est nécessaire aussi, comme l'ameublement d'une maison est nécessaire, mais requiert d'abord un toit qui soit l'abri. On le sait bien d'ailleurs quand on dit qu'un minimum de biens matériels est nécessaire pour la dignité, c'est bien dire que ce n'est pas seulement nécessaire aux besoins, mais à la dignité, c'est-à-dire autre chose. Fondées sur des logiques d'efficacité, les politiques publiques travaillent doublement contre l'échange de paroles. D'une part parce que les raisonnements sont uniquement chiffrés et ne tiennent pas compte du temps de la relation. D'autre part
parce qu'en visant la performance et le rendement, même à l'hôpital, elles annihilent la possibilité même de temps et d'intervalle libre. C'est dans le cadre des politiques publiques que le droit d'expression aristotélicien descend en quelque sorte en réponse chiffrée à des enquêtes et que l'usage se dévoie en service comme je l'ai évoqué. Ce qui est troublant aujourd'hui, c'est que la diminution de la fonction d'abri accompagne étrangement les progrès de la communication. Cela brouille tout. On l'a éprouvé pourtant durement pendant le confinement, et ce qu'il en est resté dans la multiplication des contacts virtuels, y compris dans le domaine de la santé, par le biais des vidéoconsultations. L'isolement de celles et ceux qui doivent rester chez eux est comme souligné par la mauvaise image que renvoie la communication par Zoom ou tout autre logiciel de communication par image. Communication et échange de paroles ne sont pas synonymes. Pour que le langage remplisse sa fonction d'abri, il ne faut pas seulement que des mots circulent, il faut encore que ce que l'adresse seule permet, un jeu subtil de présence et d'absence, permette donc l'accueil dont j'ai parlé. Donc redonner sa place à la parole, c'est se donner le temps d'entendre et de ne pas trop craindre le retard quand l'urgence est de laisser à un autre le temps de dire ce qu'il a à dire. Écouter, c'est toujours en quelque sorte écouter jusqu'au bout. Et il y a des gens qui ne se mettent pas à parler s'ils n'ont pas l'assurance qu'on va les écouter jusqu'au bout. L'installation dans l'intemporalité est donc nécessaire à l'émergence d'un petit peu de vérité sur ce qui est souhaité. Il ne faut pas... J'ai presque terminé, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je n'ai pas atteint tout à fait le bout. Il faut accepter donc de se laisser un peu déplacer des stéréotypes qui gouvernent la pensée. Aller mieux ne souffre pas d'évidence, s'accompagne forcément des mots dans lesquels on peut se reconnaître. L'installation dans la temporalité est démocratique si elle permet ainsi de passer d'écouter à entendre. Entendre, c'est le but d'écouter. Écouter, ce n'est pas brancher une oreille automatique. Pour entendre, il faut attendre. Et l'écoute, bien sûr, est en ce sens un engagement à contre-temps de l'idéologie de la communication actuelle, dans lequel l'expression bien connue « j'entends ce que vous me dites » correspond évidemment à « cause toujours ». Entendre vraiment, c'est prendre en compte ce que l'autre dit, sans se hâter de passer à autre chose. C'est tenir une demande, un souhait, la vérité d'un souhait pour légitime. Ce qui correspond à l'alternance gouvernant-gouverné de la démocratie antique réside dans la démocratie éthique en alternance de l'écoute et de la parole. Attendre, pour cette raison, bien sûr, ça peut être aussi garder le silence, poser des questions, ça n'interdit pas de couper, mais c'est faire circuler un dire à partir d'une adresse qui est capable de rompre l'isolement. La démocratie éthique est pour cette raison une démocratie hospitalière. Les échanges d'une parole véritablement adressée nous aident donc à composer avec la destruction des liens et des paroles qui résultent d'une communication sans adresse qui fragmente le monde commun et qui désigne le monde communicationnel qui est le nôtre et qui correspond à ce que la philosophe Hannah Arendt nommait la désolation, car il voue à l'isolement. La vie sociale, pour les humains qui parlons, que nous sommes, n'est donc pas un supplément superflu dont nous pourrions nous dispenser, mais c'est une nécessité. Quand la survie l'emporte sur la vie,
c'est alors que le temps de parler a disparu, mais que la vie, elle, s'est appauvrie. Donc pour conclure, je dirais que la démocratie, dans sa dimension éthique, prend le temps social à rebours. C'est le problème majeur auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. On n'a pas le temps, mais parler prend du temps, mais nous n'avons plus de temps. Ce n'est pas confortable d'aller à rebours de l'injonction sociale, d'aller toujours plus vite, de rentabiliser son temps, de supprimer les intervalles. Mais nous pouvons au moins, modestement, avoir conscience que cette accélération met toutes les formes de démocratie en péril. Si on ne peut pas prendre le temps de parler, la démocratie devient une enveloppe vide. Le manque de temps peut nous transformer en machines dociles au lieu d'être des citoyens libres. La soif d'éthique et de démocratie est donc un désir d'échange qui est néanmoins susceptible de contenir le remède à une conception passive de la démocratie comme institutionnelle, une conception consumériste de plus en plus boudée par les citoyens d'aujourd'hui. Me semble donc qu'aux côtés de la démocratie de voisinage, la démocratie en santé, dans la mesure où elle se fonde dans un temps laissé pour la parole et ne se réduit pas à une mécanique contractuelle plus ou moins bureaucratique, peut servir de laboratoire à un renouveau éthique de la démocratie. On peut prendre un peu de temps pour une ou deux questions. Merci Michel, j'ouvre le bal. Donc Cyril Azif Thomas pour la CNRR. D'abord, très très heureux de vous avoir avec nous, d'avoir ce temps d'écoute et d'échange avec vous. Merci de ce cadeau. À la CNRR, on réfléchit à ça. Quel est le plus beau cadeau qu'on a envie de se faire? Vous voyez, je pense qu'on avait envie vraiment de vous entendre. J'ai deux remarques qui me viennent, parce que je trouve que vous avez beaucoup évidemment parlé du langage, finalement assez peu de la raison, qui est quand même depuis Maïmonide, vous savez, il y a eu une querelle avec les kabbalistes, ils étaient plutôt du côté du langage, Maïmonide était plutôt du côté de la raison, et de la raison grecque notamment. Mais en dehors même de ce petit clin d'œil à la philosophie de cette époque-là, il y a quelques 500 ans, je dirais que quand vous dites qu'on ne prend plus le temps et de parler, ça pose aussi la question du droit au silence. Je trouve que c'est assez symétrique. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a encore le droit au silence? Je pense qu'il y a une vraie dialectique entre ce temps de parole qu'on se donne à soi et à l'autre et le temps du silence. Parce que vous avez évoqué beaucoup l'alternance. Je pense que dans l'alternance écoute-parole, il y a un lien ici que vous faites. Et puis peut-être que, mais là peut-être suis-je un peu, pas insolent, mais un petit peu intempestif, peut-être que vous n'êtes pas allé assez loin dans cette idée selon laquelle il n'y aurait pas, je le mets au conditionnel exprès pour provoquer un petit peu la réflexion, il n'y aurait pas d'oreille automatique. Je me demande quand même, moi, s'il n'y a pas un fantasme dans notre société d'oreille automatique. J'en veux pour preuve des systèmes d'intelligence artificielle avec aujourd'hui, notamment dans les EHPAD et ailleurs, des procédures de ce qu'ils appellent l'oreille augmentée qui permet aux soignants de filtrer un certain nombre de cris, de bruits, un volume sonore de telle sorte qu'on sait à l'avance, grâce à l'algorithme, qu'il y a chute, ou qu'alors c'est plutôt un cri de douleur, ou c'est plutôt un bruit qui invoque autre chose encore. Comme si finalement on pouvait se mettre j'ose un mot nouveau, oreillage automatique, comme d'autres se mettraient en pilotage automatique. Et j'avais envie de vous demander un petit peu ce que vous pensiez de cette idée-là. Je vous remercie pour ces trois questions tout à fait passionnantes. Je les prends dans l'ordre. Sur la raison, oui, bien sûr. Alors, je ne voudrais pas donner le sentiment que mon propos était irrationnel. Non, le logos, c'est quand même la base. C'est la base. Mais
justement, le pari de l'échange de paroles, c'est qu'il y a quelque chose comme un logos, une raison qui doit émerger, hein, comme une raison des effets pascalienne en quelque sorte, qui n'est pas forcément au point de départ comme dans la démocratie délibérative. Il est sûr que si on doit être auditionné à l'Assemblée nationale, ça arrive, j'imagine, à certains d'entre vous, ou au Sénat, enfin au Parlement, bah, évidemment, il faut se situer entièrement dans le champ de la rationalité, qui est aussi celui qui est le langage qui nous réunit. Mais néanmoins, dans les formes de démocratie plus locales qui nous intéressent, eh bien, il faut que pour du logos émerge, accepter qu'il y ait des paroles qui ne soient pas déjà mises en forme par du logos, par une culture oratoire, par une rhétorique partagée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des patients de faire un plan en 3 fois 3 parties, comme on le fait spontanément, nous, quand on réfléchit, en quelque sorte. Hein. Mais voilà, donc, non pas que le plan 3 fois 3 parties est le monopole de la rationalité, mais enfin, c'est une forme de rationalité. Alors, concernant Maïmonide, votre question est très intéressante, parce que, justement, Maïmonide, Averroès, saint Thomas, pour prendre les 3 noms des Lumières médiévales, de ce que Léo Strauss appelle les Lumières médiévales, eh bien, effectivement, adossaient leur rationalité à une transcendance. Or, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment le postuler. Ou bien c'est dans le champ des religions, plus ou moins séculières, bref, ça pose énormément de problèmes. Moi, je pense que notre transcendance, et ce qui est toujours en position transcendante pour nous, c'est le langage, justement. En tant que le langage, c'est un logos, et qu'il peut y avoir du rationnel, il peut y avoir quelque chose sur quoi on s'entende. Après tout, c'est quoi la parole rationnelle, hein? C'est une parole qui est fondée, qui n'a pas recours à l'obscur, qui n'a pas recours à la superstition, qui n'a pas recours à l'argument d'autorité dans ce qu'il peut avoir de plus obscur, et qui se développe donc à partir des seules ressources de la parole. Et ça, je pense que sans le secours de la transcendance des 3 monothéismes, on peut néanmoins reconnaître dans le langage un tiers auquel nous avons à rendre des comptes et qui nous oblige à dire quelque chose qui soit audible par non seulement un autre, mais si possible tout autre. Il est vrai que la rationalité, c'est une exigence d'universalité. Et donc, je pense que c'est possible en l'absence de transcendance, mais évidemment, ça nous permet aussi de ne pas être trop méfiants, pas trop stricts, sur les usages du langage. Si on ne sait écouter, il y a du logos qui va émerger. Le silence, je vous remercie beaucoup de cette question, parce qu'évidemment, le silence est dans le langage, dans l'écoute, mais aussi dans l'abstention, parfois, dans le fait de chercher ses mots, et que, bien entendu, ce silence qui fait partie du langage s'oppose à tout le bavardage communicationnel qui fragmente, lui, justement, parce qu'effectivement, on n'est jamais en paix aujourd'hui avec le langage. C'est ça qui est très pénible. Les messages nous arrivent de partout. Il fait chaud, buvez, c'est écrit partout. Même si on roule sur une autoroute, on a le message buvez. Voilà. Des messages partout. À tel point qu'aujourd'hui, si, je ne sais pas, quelqu'un n'a pas bu en temps de canicule, mais on ne me l'a pas dit. Voilà. Donc voilà le bavardage assourdissant qui brouille notre oreille. Effectivement, je n'ai pas évoqué la question du silence. Vous avez raison, c'est sûrement un manque. Il aurait fallu peut-être le préciser parce que c'est essentiel. Mais parce que le silence fait partie du langage. Un être parlant, c'est un être qui sait aussi se taire. Et enfin, sur l'oreille automatique, oui, merci aussi de ce prolongement, parce que si j'en ai parlé, c'est qu'évidemment, cela, aujourd'hui, nous arrive de toutes parts. Hein, j'ai même entendu quelqu'un
se dire qu'après tout, la psychanalyse serait beaucoup plus efficace avec ChatGPT, parce que si on en toute la littérature psychanalytique, qui depuis un siècle quand même est assez abondante, on devrait pouvoir, sans l'inconvénient de la subjectivité, des impasses subjectives des uns et des autres, parvenir à guérir à coup sûr et beaucoup plus rapidement quelqu'un qui s'adresse pour comprendre un petit peu ce qui lui arrive. Mais alors évidemment le problème c'est que si on abandonne la subjectivité, qui effectivement la subjectivité peut nous donner des œillères, si je puis dire, pour changer de sensorialité. Mais les œillères de la subjectivité, elles sont quand même aussi ce qui permet à la subjectivité de se déployer. C'est-à-dire que sans oreille automatique, il n'y a vraiment personne qui entend. C'est-à-dire que effectivement, l'oreille automatique, c'est une compilation de logiciels, c'est-à-dire c'est personne, et c'est personne qui n'écoute personne. Je pense qu'on n'empêchera pas que ça arrive, à coup sûr on ne l'empêchera pas, ça a commencé, mais je pense que les déconvenues vont être extrêmement fortes, parce que c'est la subjectivité qui passe à la trappe, c'est quand même ce qu'on a de plus précieux. Merci, je suis désolé, je suis le maître du temps. Et par conséquent, je vais donner la parole. On va vous remercier encore une fois. C'était brillant et profond. Voilà.